de homard. C'est une ligne qui n'est pas exploitée à capacité, si on veut. Ensuite, dans le hareng, ça c'est amené par les pêcheurs côtiers de la région et ça varie de chaque année. Ça. Puis votre produit, est-ce que c'est écoulé sur les marchés locaux ou expédié? Non, notre produit, pour ce qui est du crabe, le produit est écoulé sur le marché japonais et le marché américain. Le homard, c'est le marché américain et le marché canadien, et le marché japonais aussi. Ensuite, le hareng, c'est le marché canadien et américain. Père Diane, la paroisse religieuse Saint-Simon et Saint-Jude de Grand-Anse, c'est une paroisse plus que centenaire, n'est-ce pas? Ah oui, parce qu'en 1968, on a célébré ici, dans la paroisse, le centenaire. Alors, elle aurait aujourd'hui 116 ans. Quel aurait été le premier prêtre à s'établir à Grand-Anse? Le premier prêtre à s'établir à Grand-Anse, d'après ma mémoire, là, puis si j'ai lu, ce serait le père Azad Trudel, qui aurait venu puis aurait été installé en l'été 1868. Puis après ça, il y a eu un père Doucet. C'est Romain Doucet. Et même si on voit son épitaphe, il a été enterré ici, dans le cimetière de Grand-Anse. Il n'est pas mort ici, je crois qu'il a été curé à Porte-Mouche ensuite, puis à Chipagan. Puis quand il est mort, c'était dans son testament qu'il fallait qu'il soit enterré à Grand-Anse. Puis je crois que c'était dans le temps de Monseigneur Doucet, de son temps, que l'enterrement s'est fait. Donc les prêtres qui sont venus ici sont demeurés pour plusieurs années, n'est-ce pas? Bien, il y a eu 3 prêtres qui ont fait presque 75-80 ans, de 70 ans, vraiment, de toute l'histoire de la paroisse. Il y a eu d'abord Monseigneur Stanislas Doucet. Lui est arrivé ici en 1898. Puis il est resté ici jusqu'à sa mort, puis c'était le 1er décembre, à la fin de l'année 1925. Alors, il était 27 ans. Il y a eu le père Paquin pour une couple d'années, puis après ça, c'était père Léon Lévesque. Lui, je l'ai bien connu moi-même. Alors, il est arrivé en 27, dis-je. Puis, il est resté ici jusqu'en 1947, à la suite du feu qui a brûlé l'église de Grand-Anse. Puis, il a été remplacé par le père Edmond J. Savoie. C'est lui qui a rebâti l'église brûlée, puis il a continué les travaux, puis il a tout payé cette dette. Puis lui était ici jusqu'en 1968, à fin de mai, commencement de juin. Alors, il a été ici 21 ans. Monsieur Poirier, votre père a été à la fois pêcheur et agriculteur pour subvenir aux besoins de la famille. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques souvenirs de cette époque? Oui, je me rappelle bien. Quand il arrivait avec du poisson le soir, il allait pêcher tard le soir, surtout quand il pêchait la barbe, qu'il appelait. Il pêchait ça le soir, il arrivait tard, il faisait noir. Puis je me rappelle qu'on allait avec un fanal, puis on lui aidait. Il tranchait toute la morue, puis il la mettait sur des vignes qu'il y avait là. C'était paré sur des planches, là. Puis il faisait chasser ça. Ça, c'était pour notre besoin, par exemple. C'était pas pour un marché, parce que je pense que le marché n'était pas fort à ce temps-là dans la morue. Est-ce qu'il y avait des usines de poissons dans la région à ce moment-là? Je ne me rappelle pas. Dans la morue, je me rappelle qu'il parlait du homard. Mais dans le temps, là, je ne me rappelle pas moi-même, dans ce temps-là, quand j'étais jeune, j'avais l'âge de 6, 7, 8 ans, à ce temps-là. Est-ce que votre père pêchait le homard également, ou simplement la morue? Il a pêché, je pense, le homard, oui. Ben, il n'avait pas son set d'attrape à lui-même. Il y avait une compagnie, je crois, qui fournissait les attrapes. Et il donnait 2 cents la livre, ou 1 cent la livre, 1 à 2, pas plus. La livre, ça, je me rappelle de ça, j'ai entendu parler de ça entre les autres, ça qui faisait ça. La famille possédait également une ferme. La famille... Mon père? Ton père, oui. Ah oui, il avait une grande ferme qui avait défriché lui-même, par exemple. Il avait fait ça tout lui-même, une grande ferme
deux arpents de large qu'elle avait, puis c'était pas mal loin. Qu'est-ce qu'on cultivait à ce moment-là? Cultivait le foin, l'avoine, puis le blé. Il faisait du blé à part de ça. On vivait encore avec notre propre farine. Ah oui, on avait notre propre farine chez nous. Est-ce qu'ils cultivaient également comme la pomme de terre, par exemple? Ah oui, la pomme de terre ici. La pomme de terre, ça, ils vendaient ça tout de suite, quand ils en arrachaient la... Ils cultivaient plus que pour les besoins de la famille. Ah oui, ben, ça que le surplus, ils vendaient. Ils vendaient des patates, puis ils vendaient... Le blé, ils n'en vendaient pas. Parce que ça, ils faisaient notre propre farine. Ils faisaient moudre ça là-bas à Caraquette, chez Dugas, là, dans le moulin à Dugas. J'étais souvent avec lui. On portait ça. Puis on s'en revenait avec 5, 6 sacs de farine à tous les ans. Farine toute faite, d'accord. Puis les pommes de terre, c'était vendu, puis c'était expédié. C'était vendu direct au chemin de fer. Il y avait des agents de Grand-Anse et des gars de Montréal qui venaient, je me rappelle, un Boisvert, qui achetaient des patates. Le plus que je me rappelle du nom, c'était nommé Boisvert. Monsieur Josué Legrès, il achetait cet agent. Le vieux, là, celui-là qui tient un magasin, lui, il achetait des patates là en temps. Monsieur Laforêt, est-ce que c'est la municipalité qui administre le domaine des sports et loisirs? Oui, le village s'occupe à la responsabilité des sports et loisirs pour la municipalité et l'aréna est opéré par la municipalité qui est la structure principale, si vous voulez, dans ce domaine-là. Donc, il n'y a pas de conseil récréatif comme tel? Non, comme tel, il y avait anciennement un conseil récréatif qui s'est dissous. La municipalité s'est occupée de reprendre ça. Le conseil est divisé actuellement en comités, si vous voulez, dont un conseiller responsable du service récréatif et culturel. Qu'est-ce que vous possédez comme installation sportive actuellement? OK, j'ai mentionné l'aréna tout à l'heure, le centre Landry. Également, il y a le centre récréatif et culturel. En plus de ça, il y a le terrain de balle molle, un parc, puis un parc pour enfants. Également, je pense que vous avez d'autres parcs, mais qui ont plutôt une vocation touristique. C'est ça, oui. Auprès du bureau de poste, il y a un petit parc, le parc des fondateurs. On a 14 drapeaux qui flottent là. C'est un caractère plus touristique. Puis un peu plus bas dans le village, le centre d'information touristique. Puis à côté, dans le même parc, si tu veux, il y a d'incorporer le parc des vétérans. Est-ce qu'on peut dire que l'aréna est peut-être le pôle des services de sport et loisirs que vous offrez? Oui, sans aucun doute. Du 15 octobre au 15 avril, c'est la grosse saison. C'est le hockey qui prime. En saison 83-84, il y avait 13 équipes qui fonctionnaient au sein de ligues, réparties dans 3 ligues. La compétition était très, très bonne, puis la participation de la population était bonne. Donc, alors, si on délimitait, par exemple, les activités qui se passent durant l'hiver, à part du hockey, est-ce qu'il y a autre chose? C'est assez limité au hockey, si vous voulez. Il y a du patinage ou d'autres activités qui se passent dans une aréna. Mais à part de ça, il y a des gens qui font du ski de fond, qui empruntent les skis de fond, mais on n'est pas structuré comme tel au niveau de ski. C'est le hockey qui prime. Et durant l'été, est-ce qu'il y a actuellement des activités qui sont organisées ou que vous prévoyez d'en organiser dans les années à venir? OK. Habituellement, on a pris comme tradition depuis les 3 ou 4 dernières années d'organiser une activité dans le cadre de la Fête du Canada. À ce moment-là, on se sert des facilités de l'aréna. Également, nos fêtes d'été, la fête au village, les activités se déroulent. Les activités qui ont lieu à l'intérieur se déroulent principalement dans l'aréna. L'esprit communautaire et le dévouement envers son semblable sont des traits dominants du peuple acadien, et au cours des années, Grand-Anse a toujours pratiqué cette philosophie. Le bénévolat est une partie essentielle et intégrante d'une communauté. À l'instar de tous les autres, Madame Georgina Cormier a consacré de très nombreuses années au service des siens. Mais je pense que lorsque tu as élevé une famille, puis que tu as été 30 ans à la maison, je pense qu'il est bon, après, de donner ton temps à d'autres choses qu'être à la maison toujours. C'est donc là que je me suis impliquée dans plusieurs organisations de la paroisse, et ça m'a fait un grand bien de le faire. Donc, ça fait une trentaine d'années que vous œuvrez au sein de la communauté de Grand-Anse. À peu près 30 ans.
Est-ce que vous pourriez nous nommer quelques-unes des organisations à laquelle vous avez participé? Ça a commencé, je pense, par la Croix-Rouge. Et la Société de la Croix-Rouge et du cancer. Et j'ai fait partie comme présidente des Dames de l'Institut féminin. J'ai fait partie de l'âge d'or de Grand-Anse. Et toutes ces choses-là sont enchaînées, que lorsqu'il y a du bénévole et que je peux le faire, c'est avec un grand plaisir que je m'implique. Vous êtes également impliqué, je pense, au niveau du festival et du carnaval. Oui, je l'ai fait plusieurs années. Disons pas comme présidente, mais j'étais beaucoup impliquée dans les choses du bénévole. Disons comme les soupers et toutes ces choses-là. J'ai pris racine dans mon village, appris mes leçons de morale autour de la table et à l'école. J'ai grandi parmi tous ces hommes qui ont conquis le vent du large. Les gens travaillent paisiblement au rythme des chansons du vent, ça fait partie de leur histoire.